Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir invité. Je suis ravi de passer cette belle après-midi parmi vous. Ce lieu me semble tout à fait agréable et très stimulant sur le plan intellectuel. Alors c'est un cadeau pour moi et j'espère que mon travail sera un cadeau pour vous. Il est un peu long. Il nécessiterait 45 minutes de temps de parole. On m'a dit, tu n'as que 20 minutes. J'ai finalement négocié avec le président. Alors ce sera 30. Hein, voilà. Et on ne peut pas faire plus court. Je ne peux pas faire plus long. Voilà. C'est un compromis. Parfois, il faut savoir en trouver. Alors, je vous propose une réflexion sur le plan de paix américain tel qu'il a été reçu en Pologne par les élites dirigeantes. Au début de l'année 2025, Donald Trump assigna à son équipe une tâche quasiment impossible. Mettre rapidement fin à une guerre opposant deux États, déterminés à poursuivre leur combat pour réaliser des objectifs diamétralement opposés. Son obstination à vouloir être reconnu comme l'artisan de la paix dans le monde le conduisit à mettre un terme à la politique de l'administration Biden qui avait accordé un soutien militaire et financier massif à l'Ukraine et a approuvé par la suite, après des semaines de confusion, un plan de paix en 28 points rendu public le 19 novembre 2025. La Pologne ayant été, je cite, Zbigniew Rau, qui fut le ministre des Affaires étrangères de la Pologne de 2020 à 2023, une indéfectible alliée de l'Ukraine dans la défense de la paix, l'arrêt de l'impérialisme russe et la défense du droit international, fin de citation, il nous semble important de comprendre comment ce changement de paradigme de la politique américaine fut perçu dans ce pays clé du flanc est de l'OTAN qui fit le choix de construire une alliance dans l'alliance avec les États-Unis dès la fin du siècle précédent. Notre objectif n'est pas seulement de comprendre si et comment les élites dirigeantes polonaises se repositionnent entre le récent réalisme flexible américain et leur traditionnelle politique de dissuasion à l'égard de la Russie, mais aussi de déterminer quelle paix elles considèrent réellement envisageable pour l'Ukraine. Alors, pour répondre à cette problématique, nous commencerons par analyser la logique de l'administration américaine, puis nous la confronterons à celle des élites dirigeantes polonaises, avant de montrer que l'Ukraine occupe une place centrale dans la pensée politique polonaise et constitue une des clés d'un projet géopolitique régional que les élites dirigeantes polonaises poursuivent presque sans discontinuer depuis la fin du socialisme réel. Voilà, j'en viens donc à la première partie, la logique américaine de stabilisation. Il s'agit de créer une paix, d'instaurer une paix à court terme. Au seuil de la 4e année de guerre en Ukraine, l'administration de Trump modifia radicalement le discours américain à l'égard de la guerre et de la Russie. Alors que l'administration Biden considérait le soutien à l'Ukraine comme étant une priorité stratégique et que ce soutien devait être systémique et mis en œuvre à long terme dans le but d'intégrer ce pays dans les structures euro-atlantiques, Donald Trump fit le choix de jouer la carte de la médiation pour mettre fin au combat, alors que le rapport entre la force et la paix n'avait pas atteint son point d'équilibre, la situation militaire ayant évolué dans un sens défavorable à l'Ukraine. Son ambition était de mettre fin le plus rapidement possible à la guerre la plus sanglante qu'ait connue l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et d'imposer, conformément au slogan « la paix par la force », des conditions ne répondant que partiellement aux exigences russes, tout en transférant aux pays européens la responsabilité de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Afin d'y parvenir, l'administration américaine annonça qu'il n'était pas réaliste que l'Ukraine obtienne son adhésion à l'OTAN, qu'un retour aux frontières ukrainiennes d'avant 2014 était un objectif irréaliste, et que de nouvelles formes de coopération avec la Russie, ainsi qu'une levée des sanctions, seraient possibles si les négociations aboutissaient à des résultats positifs. Excluant toute participation européenne aux discussions portant sur l'avenir de l'Ukraine, l'administration américaine fit également part de sa volonté de mener, en marge du processus de paix, des négociations avec Kiev concernant l'accès aux terres rares, censé constituer une compensation pour l'aide que les États-Unis avaient accordée à l'Ukraine depuis le début du conflit. L'administration Trump semblait ainsi privilégier une lecture réaliste des relations internationales fondée sur les rapports de force
et promouvoir une stratégie articulée autour de 3 axes. Le premier, une approche transactionnelle de la paix, marquant une rupture avec l'approche occidentale dominante depuis 2022, celle d'une paix obtenue par la victoire militaire. Deuxième, une ambiguïté sur la question territoriale, au détriment des principes du droit international. Et enfin, une redéfinition du statut de l'Ukraine qui n'était plus pensé comme un avant-poste occidental, mais comme un État tampon. En écartant la perspective de son adhésion à l'OTAN, l'administration Trump semblait reconnaître de facto l'existence d'une sphère d'influence et de sécurité russe. En somme, l'administration Trump tendait à affaiblir un pays qui se défendait face à une agression et à vouloir lui imposer des concessions inacceptables. Après la rencontre des délégations russes et américaines en Arabie Saoudite, le 18 février 2025, elle prit l'initiative d'organiser une série de consultations séparées avec l'Ukraine et la Russie dans le cadre d'une diplomatie de la navette. Elle œuvra à l'élaboration d'un projet de cessez-le-feu total et inconditionnel d'une durée minimale de 30 jours, qui fut accepté par l'Ukraine et les pays de l'E4, mais rejeté par Vladimir Poutine. Puis elle encouragea Kiev à accepter la proposition russe de participer à des pourparlers de paix russo-ukrainiens à Istanbul. Leur échec révéla que les négociations avec la Russie seraient longues et ardues, parce qu'elles ne cesseraient d'avancer des exigences dont l'acceptation équivaudrait à la capitulation de l'Ukraine et chercheraient à prolonger les négociations afin de profiter de sa supériorité militaire pour occuper davantage de territoire. La publication, le 19 novembre 2025, d'un plan de paix américain en 28 points, assorti d'une annexe portant sur des garanties de sécurité, inaugura une nouvelle phase de négociation pour mettre fin à la guerre. Ces dispositions clés, qui correspondaient en grande partie aux exigences maximalistes russes formulées depuis 2022, en particulier les concessions territoriales, la neutralité de l'Ukraine, la limitation de ses forces armées, laissèrent penser que les États-Unis renonçaient à une politique étrangère fondée sur des valeurs au profit d'une logique d'intérêt à court terme, mesurée en termes d'accès aux ressources et aux profits générés. Le contenu du texte, qui exigeait le retrait de l'armée ukrainienne de territoires qui n'avaient jamais été contrôlés par la Russie, et qui ne faisait aucune mention des réparations russes et des crimes de guerre russes à l'encontre des populations civiles, laisse supposer qu'il pourrait avoir été élaboré à partir de mémorandums russes confidentiels. Ces principaux points auraient ensuite été discutés secrètement à Moscou avant d'être finalisés de manière informelle lors des contacts entre Steve Witkoff et Kirill Dmitriev. Bien que ce plan de paix, défavorable aux intérêts de l'Ukraine, lui fut dans un premier temps présenté comme un ultimatum, il n'en reste pas moins qu'il contenait des éléments susceptibles de le rendre difficilement acceptable pour le Kremlin. En particulier la levée progressive des sanctions, l'utilisation des avoirs russes stockés à l'étranger et le plafond fixé aux forces armées ukrainiennes. Officiellement conçu sans consultation avec la Russie, ce plan de paix laissait à cette dernière la possibilité d'endurcir les termes, d'exploiter sa renégociation pour accuser l'Ukraine et ses alliés occidentaux de vouloir saboter les pourparlers de paix et de fomenter la guerre, et de combiner diplomatie et action militaire en intensifiant son offensive sur le terrain afin de déplacer les lignes de front. 2 semaines après la révélation de son plan de paix, l'administration américaine publia une nouvelle stratégie de sécurité nationale, annonçant une redéfinition fondamentale de la place des États-Unis dans le monde. Les États-Unis prétendaient renoncer à leur quête de domination mondiale et au maintien d'un ordre international libéral au profit d'une transition vers un monde multipolaire asymétrique et du maintien d'un équilibre des puissances au niveau mondial et régional. La Russie n'étant pas mentionnée dans ce document comme étant l'agresseur de l'Ukraine, les États-Unis semblaient vouloir passer d'une stratégie d'affaiblissement de la Russie à la recherche d'un modus vivendi avec elle. Je cite le document. « Il est dans l'intérêt vital des États-Unis de négocier une cessation rapide des hostilités en Ukraine afin de stabiliser les économies européennes, d'empêcher une escalade ou une extension involontaire du conflit et de rétablir la stabilité stratégique avec la Russie, ainsi que de permettre la reconstruction de l'Ukraine après les hostilités
et d'assurer sa survie en tant qu'État viable. La nouvelle stratégie de sécurité américaine contrastait donc radicalement avec celle qui fut adoptée par la première administration Trump, laquelle envisageait une nouvelle ère de compétition entre grandes puissances et définissait la Russie comme étant une puissance révisionniste qui veut façonner un monde conforme à son modèle autoritaire et qui recourt à des mesures subversives pour affaiblir la crédibilité de l'engagement américain envers l'Europe, saper l'unité transatlantique et affaiblir les États européens. Ce changement de paradigme laissa penser que la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine était une doctrine Nixon 2.0, caractérisée par un repli stratégique, un retranchement des engagements internationaux et une politique d'accommodement à l'égard des autocrates. J'en viens maintenant à la deuxième partie, présenter comment ce plan a été reçu en Pologne. J'ai intitulé cette partie « La logique polonaise de dissuasion, créer les conditions d'une paix juste et durable ». Considérant que l'Ukraine fut victime d'une guerre d'agression brutale, illégale, non provoquée, j'insiste, non provoquée et injustifiée, les élites dirigeantes polonaises construisirent très rapidement un discours de la solidarité et de l'unité et justifièrent leur politique de soutien à l'Ukraine au nom de la tradition et de la pensée politique anti-impérialiste polonaise, fondée sur la croyance en la liberté et l'égalité des peuples et des nations. En parallèle, elles construisirent par anticipation un discours de la victoire et affirmèrent que le but de la politique polonaise était d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Voilà probablement pourquoi la perspective d'une ouverture des négociations directes entre les Américains et les Russes au sujet de la paix en Ukraine fut accueillie avec scepticisme et prudence et réactiva la crainte d'un nouveau Yalta. Considérant que le révisionnisme et la traditionnelle politique d'apaisement sapaient l'ordre international fondé sur le droit et que cet ordre international constituait le socle du développement pour la Pologne, le ministre des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, affirma craindre son effondrement. Considérant par ailleurs que la désintégration de la communauté occidentale constituait la plus grande menace pour la Pologne, il souligna l'importance d'accorder un soutien politique, militaire et financier constant à l'Ukraine, tout en excluant la participation des soldats polonais à une éventuelle mission de paix. Je cite le ministre: « Nous ignorons comment la guerre évoluera, mais pour l'instant nous savons que l'Ukraine se défend héroïquement et n'a donc aucune raison de capituler. Nous figurons parmi les pays qui souhaitent maintenir la pression sur la Russie et ses alliés, afin de mettre fin au plus vite à l'agression en cours. Notre objectif ne doit pas être un cessez-le-feu fragile, mais une paix durable et juste, conforme aux principes de la Charte des Nations Unies. Il doit s'agir, en d'autres termes, d'une paix par la force, car ce sera la seule que la Russie respectera. Un accord avec le Kremlin ne durera que tant que l'élite russe craindra les conséquences de sa violation. C'est à cela que servent et devraient servir les actions de l'Occident démocratique dans les années à venir. Tout faire pour mettre fin à la guerre actuelle et dissuader la Russie d'en déclencher une autre. » Radosław Sikorski estimait par conséquent que le maintien du régime des sanctions était essentiel pour contenir la Russie et l'affaiblir militairement, et qu'il fallait débloquer intégralement et rapidement les avoirs russes afin de soutenir l'Ukraine. Au lendemain de la publication du plan de paix pour l'Ukraine, qu'il considérera plus tard comme étant un plan russe, il déclara: « À mon sens, ce n'est pas la capacité de la victime à se défendre qu'il faut limiter, mais celle de l'agresseur à agresser. » Le plan de paix élaboré par l'administration Trump, sans concertation avec l'Ukraine et les alliés européens, suscita globalement des réactions critiques en Pologne, y compris dans les milieux militaires, lesquels insistèrent sur le risque de forcer une paix qui se révélerait en définitive fragile et incertaine. Considérant qu'il était crucial pour la sécurité de la Pologne que l'Ukraine serve d'État tampon, la séparant de la Russie, le général Roman Polko estimait par exemple, je cite, qu'une paix aussi corrompue mène à la guerre. Je le cite: « Un cessez-le-feu sur le front ne durerait pas plus d'1 an.
le temps nécessaire pour que la Russie se renforce sur les territoires conquis et reconstitue son potentiel militaire. Elle trouverait alors n'importe quel prétexte pour attaquer. Et ayant tiré les leçons des erreurs qu'elle a commises, elle frapperait avec une force bien plus grande. Fin de citation. Si d'aucuns affirmèrent que les Américains étaient conscients qu'une paix instable, susceptible de déclencher une guerre dans 6 mois ou 5 ans serait une catastrophe, d'autres insistèrent sur le fait qu'une Ukraine ainsi limitée ne serait pas un État souverain, et que tôt ou tard, elle tomberait entièrement sous la coupe de la Russie pour devenir un Bélarus bis, qui constituerait une menace particulière pour la Pologne. La conquête de nouveaux territoires dans le Donbass n'étant pas la priorité de Vladimir Poutine, la Russie serait ainsi, après un éventuel accord de paix, rapidement prête pour une nouvelle guerre. Le simple fait d'accepter une modification des frontières de l'Ukraine reviendrait même à déclencher une troisième guerre mondiale. Je cite le député Paweł Kowal. Quiconque songe à accepter les modifications de frontières imposées par Poutine, quiconque est tenté de le faire, porte sur sa conscience une nouvelle guerre majeure. Qui veut la paix et ne souhaite pas une troisième guerre mondiale ne peut y consentir. C'est aussi simple que cela. La question cruciale était donc celle du temps. Considérant sur la base de travaux d'experts qu'il ne restait que 2 à 4 ans à la Pologne, d'aucuns insistèrent plus ou moins explicitement sur la nécessité de ne pas perdre du temps. Je cite encore une fois Paweł Kowal. Beaucoup de gens vous diront que tout va bien maintenant. Mais nous savons que la sécurité réside dans le fait de ne pas se laisser tromper, de profiter de ce temps. Considérant que la Russie n'avait pas renoncé à ses revendications maximalistes et que ses actions relevaient fondamentalement du révisionnisme, Grzegorz Schetyna, le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, souligna par conséquent l'importance de s'opposer aux tentatives d'imposer une paix injuste à l'Ukraine et insista sur le fait que l'Ukraine ne saurait être abandonnée ni sur le champ de bataille, ni lors des négociations de paix. C'était également ce que disait Radosław Sikorski. Je le cite, « Nous devons convaincre Poutine que l'Ukraine ne sera pas abandonnée. » L'Ukraine étant l'état tampon fonctionnel de la Pologne face à l'impérialisme, le ministre polonais des Affaires étrangères exhorta ses compatriotes à ne pas céder. Je le cite à nouveau. « Poutine ne veut pas la paix, seulement la capitulation. À tous ceux qui pensent qu'aider l'Ukraine est inutile ou contre-productif, je le dis clairement, vous vous trompez. Si vous ne voulez pas m'écouter, écoutez au moins Jerzy Giedroyć. » Et il cite Giedroyć. Giedroyć disait « Nous devons préserver l'indépendance de l'Ukraine, car c'est dans notre intérêt vital. Si la Russie annexait l'Ukraine, nous serions cuits, pris à la gorge. » Je reprends les propos de Sikorski maintenant. « Une Ukraine libre, dit le ministre, qui fait partie de l'Occident est une chance pour nous. Une chance d'arracher les crocs de l'impérialisme russe. Ne nous laissons pas berner. La Russie n'est pas et n'a jamais été invincible. » Les élites dirigeantes polonaises tentent ainsi à considérer que l'objectif de la Russie est de remporter une victoire militaire totale, en espérant que les États-Unis abandonneront l'Ukraine et qu'une paix fondée sur le plan américain, qui reconnaît de facto les annexions de la Russie, permettra à cette dernière de reconstituer son potentiel militaire et de reprendre ensuite ses agressions contre l'Ukraine et à plus long terme contre l'Europe. À l'exception de quelques figures et de quelques médias qui véhiculent plus ou moins consciemment la propagande russe, les élites dirigeantes polonaises considèrent par conséquent qu'il est dans l'intérêt de la Pologne que la Russie ne gagne pas la guerre et qu'elle ne modifie pas les frontières par la force. Et elle rappelle souvent la nature impérialiste de la Russie, comme le fit le président Karol Nawrocki au seuil de la 5e année de guerre en Ukraine, je le cite, « L'agression russe en Ukraine constitue une grave menace pour la sécurité de toute l'Europe. L'histoire nous enseigne qu'ignorer les ambitions impériales de la Russie a toujours conduit à la tragédie. » Si les élites dirigeantes polonaises insistent sur l'importance d'une paix juste et sur le fait que rien de ce qui concerne l'Ukraine ne pourrait être décidé sans elle, c'est parce qu'elles se méfient de la Russie et ne cessent de mettre en garde l'Occident contre la menace qu'elle représente, qu'une paix soit conclue ou non en Ukraine, et contre le fait que la Russie poursuivra sa politique d'agression. Rappelons que cette méfiance à l'égard de la Russie est intrinsèque chez les Polonais.
lesquels prétendent, non sans une certaine insistance, connaître le mieux la Russie et savoir ce qu'elle est réellement. Je cite le président Karol Nawrocki. « Malheureusement, le vent de l'histoire que nous connaissons et comprenons si bien en Pologne commence à souffler aujourd'hui. Lorsque Moscou parle de paix, il s'agit toujours en réalité de la capitulation de ceux qu'elle considère comme ses adversaires. » Fin de citation. J'en viens maintenant à ma troisième partie que j'ai intitulée « Le devenir de l'Ukraine, un enjeu fondamental pour une Pologne ambitieuse ». Et je commence par citer le professeur Roman Kuźniar, qui a été le conseiller du président Bronisław Komorowski et qui fut aussi un des proches collaborateurs du Premier ministre des Affaires étrangères non socialiste en Pologne. Et son propos est très intéressant. Voici ce qu'il dit. Dès le début, il était clair que l'Ukraine constituait l'enjeu principal de la reconfiguration géopolitique de l'Europe du centre-est. L'objectif fondamental de la politique orientale polonaise était par conséquent de gagner l'Ukraine. Pour l'indépendance de l'Ukraine, pour la sécurité de la Pologne, ainsi que pour l'élargissement de l'Europe vers l'Est. Cela signifiait inévitablement rivaliser avec la Russie, laquelle n'avait pas l'intention de renoncer facilement aux influences qu'elle exerçait jusqu'alors en Ukraine. C'est en ces termes que le politologue varsovien évoque l'état d'esprit qui animait les élites dirigeantes non socialistes en Pologne au début des années 90, alors que l'Union soviétique existait encore. C'est précisément cet état d'esprit qui anime encore aujourd'hui les élites dirigeantes polonaises. Elles ne cessent d'affirmer qu'une Ukraine en sécurité, c'est une Pologne en sécurité, c'est une Europe pacifique, qu'il ne peut y avoir de Pologne libre sans une Ukraine libre, et une Ukraine libre sans une Pologne libre. Et elles adhèrent pleinement à ce qu'écrivait Zbigniew Brzezinski dans The Grand Chessboard, le grand échiquier, un livre écrit dans les années 90, je cite Brzezinski, écoutez bien, c'est édifiant, « L'indépendance de l'Ukraine modifie la nature même de l'État russe. De ce seul fait, cette nouvelle case importante sur l'échiquier eurasien devient un pivot géopolitique. Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire en Eurasie. Pour Moscou, en revanche, rétablir le contrôle sur l'Ukraine, c'est s'assurer les moyens de redevenir un État impérial, puissant, s'étendant sur l'Europe et l'Asie. La fin de l'indépendance ukrainienne aurait des conséquences immédiates pour l'Europe centrale. » Nous ne pouvons pas comprendre le positionnement des élites dirigeantes polonaises si nous ignorons l'histoire. C'est-à-dire si nous ignorons que l'idée de faire éclater l'Empire russe s'inscrit dans une tradition politique polonaise qui remonte au XVIIIe siècle et qui pose en conséquence la question du devenir de l'Ukraine. La Pologne n'ayant pas existé en tant qu'État souverain et indépendant entre 1795 et 1918, c'est au XXe siècle que cette question fut posée avec acuité dans la pensée politique polonaise. La question de savoir ce que Józef Piłsudski, par exemple, entendait faire de l'Ukraine en 1919-1921, à savoir l'intégrer territorialement dans l'État polonais, en faire un partenaire essentiel ou un pays vassal de la Pologne, suscita des débats entre les historiens. Considérant la politique internationale comme étant une épreuve de force et la Russie comme étant la pire des menaces, Józef Piłsudski estimait que l'Ukraine était le pivot géostratégique de l'Europe, du centre-est, essentiel pour la sécurité de la Pologne, et qu'elle devait constituer un État tampon entre la Pologne et la Russie, que cette dernière soit soviétique ou blanche. Il envisageait donc la création d'un impérium oriental unissant les terres de Pologne et d'Ukraine, mais aussi de Lituanie et de la Russie blanche, censé constituer une alternative à la domination germano-russe en Europe du centre-est. Après la signature du traité de Riga en 1921, qui signifiait l'échec de son projet, la pensée politique polonaise se focalisa sur l'encerclement de la Pologne par deux ennemis historiques, allemands et russes, et son corollaire, la menace du territoire et l'infiltration étrangère. En dépit de leurs divergences, les penseurs germanophiles et ukrainophiles ont alors entretenu l'orientation anti-soviétique, voire anti-russe de Józef Piłsudski. Alors,
Je suis un peu pressé par le temps, par conséquent, je vais passer sur les idées des ukrénophiles et des germanophiles. Après la Seconde Guerre mondiale, l'orientation antisoviétique fut entretenue à Londres, où les plus hautes autorités de l'État avaient trouvé refuge. Alors que les propagandistes socialistes polonais combattaient le prométhéisme, le présentant comme un instrument offensif et agressif, et comme la manifestation d'un impérialisme de la faiblesse, la ligne politique légaliste et pro-américaine du gouvernement polonais en exil fut critiquée par l'émigration polonaise installée en France, en particulier par le groupe d'intellectuels qui gravitaient autour de Jerzy Giedroyć, que Sikorski a cité tout à l'heure, fondateur de la revue Kultura. C'est dans le cadre de cette revue que Juliusz Mieroszewski élabora un programme politique fondé sur une conception appelée l'évolutionnisme et sur un acronyme, l'ULB, qui était simplement sa doctrine. Considérant que la pensée de Józef Piłsudski n'était plus d'actualité à l'ère atomique, Juliusz Mieroszewski affirmait qu'un changement du rapport de force en Europe du centre-est était néanmoins possible, et même inévitable, parce qu'il envisageait une dynamique nationaliste de désatellisation et de décolonisation telle qu'elle favoriserait la disparition de l'Union soviétique et l'émergence d'États indépendants susceptibles de créer une zone tampon entre la Pologne et la Russie. Une fois libérée de la tutelle soviétique, la Pologne devait œuvrer à la réconciliation avec l'Ukraine et favoriser l'européanisation de la Russie, c'est-à-dire sa démocratisation, et renoncer à toute forme d'impérialisme. C'est précisément le renoncement à toute forme de domination qui devait contribuer à priver la Russie de toute tentation impériale et l'encourager dans la voie des réformes, avec l'espoir que son développement serait tel qu'il rendrait le retour à une politique de partage très coûteux. Ainsi donc, seule la coexistence d'une Pologne réconciliée avec ses voisins orientaux et d'une Russie renonçant à son empire pouvait garantir l'indépendance de la première. Selon une thèse largement répandue en Pologne, comme en Occident, la politique orientale de la Troisième Rzeczpospolita, c'est-à-dire de la Pologne actuelle, aurait été la traduction des idées de Kultura. Et ces dernières auraient fait l'objet d'un consensus au sein des élites dirigeantes polonaises. En ce qui nous concerne, nous estimons que cette thèse est non seulement erronée, mais aussi qu'elle fut purement et simplement fabriquée par les acteurs eux-mêmes, dans un but bien précis, celui de servir de paravent pour masquer les véritables objectifs de la Pologne. Cette thèse ne permet pas de comprendre en effet pourquoi la Pologne post-socialiste entretint des relations globalement froides et distantes avec la Russie, avant de basculer dans un radicalisme anti-russe. Et pourquoi elle fit le choix d'une stratégie de bandwagoning, c'est-à-dire une stratégie de ralliement à la puissance hégémonique américaine, alors que les conceptions de Jerzy Giedroyć et de ses amis n'étaient pas anti-russes, et n'énonçaient nullement la nécessité d'une alliance avec les États-Unis. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi la Pologne considère une Ukraine démocratique, indépendante et stable comme étant un élément indispensable de l'ordre et de la sécurité en Europe et œuvre à préserver son intégrité territoriale si nous n'établissons pas clairement ce qui s'est passé depuis la fin du socialisme réel. Après avoir mis en œuvre une politique néo-prométhéenne, appelée politique à deux voies, avec l'objectif caché de favoriser la désintégration de l'Union soviétique, les élites dirigeantes polonaises attribuèrent à leur pays le rôle de pont et d'exportateur de la stabilité, pour couvrir un activisme dont le but était de consolider les États post-soviétiques, de les convertir à la démocratie occidentale et à l'économie de marché, et d'éviter que ces États ne penchent vers Moscou. Déterminés à faire en sorte que l'Ukraine post-soviétique ne soit plus un pays inconnu sur la scène internationale, les élites dirigeantes polonaises construisirent rapidement un partenariat stratégique avec l'Ukraine, 1993, que nous avons analysé dans une thèse de doctorat comme étant un axe anti-russe fondé sur une stratégie de balancing, c'est-à-dire une stratégie d'équilibre, à un moment où les élites politiques en Russie considéraient de plus en plus
que l'Ukraine n'était pas une entité politique et culturelle légitime, les bâtisseurs de nations russes ayant progressivement cédé la place aux restaurateurs d'empire. En parallèle, les élites dirigeantes polonaises ne cessèrent de véhiculer dans leurs discours deux paradigmes antagonistes, construits sur la dichotomie du bien et du mal. Le premier servant à diaboliser la Russie comme étant une puissance éternellement impériale et malveillante, le second servant à sanctifier la Pologne comme étant une victime, innocente, désintéressée et menacée. Historiquement, la Pologne et la Russie se livrèrent une lutte d'influence sur les territoires constitutifs de l'isthme mer Baltique, mer Noire depuis le XVIe siècle. Et les Polonais expérimentèrent différentes configurations politiques afin de contrebalancer la puissance prépondérante russe. Ces dernières ayant soit correspondu à une acception large du concept d'entre-deux-guerres, Międzymoże, dont notre collègue a parlé tout à l'heure, soit à une acception géographiquement plus restreinte, d'inspiration jagellonienne, prométhéenne, ou en référence à un cordon sanitaire. Il faut bien comprendre que cette rivalité reste d'actualité en dépit de l'asymétrie des capacités des deux États, et qu'elle trouve une traduction particulière autour de la question du devenir de l'Ukraine, comme le révélèrent les événements de 2004, 2014 et 2022. Il ne fait aucun doute que la Pologne souhaite définitivement soustraire l'Ukraine de l'influence russe et qu'elle projette son intégration dans l'Union européenne, l'OTAN, et dans un espace baptisé Initiative des Trois Mers que nous analysons comme étant un projet politico-économique anti-russe qui a pour objectif de rogner la zone d'influence russe et qui, en des termes historiques et géopolitiques, fut probablement également conçu avant l'éclatement de la guerre comme un coin géopolitique que l'on enfonce entre la Russie et l'Allemagne. J'en viens à ma conclusion. La guerre à grande échelle menée par la Russie contre l'Ukraine est largement considérée comme étant un tournant majeur pour l'ordre international libéral, notre collègue en a parlé tout à l'heure, issu de l'après-guerre froide, et pose à nouveau la question de l'architecture de sécurité en Europe. Elle alimente également la lutte structurelle entre États tampons et zones d'influence, et pourrait mettre une fois de plus en péril la position géostratégique de la Pologne. Dans un tel contexte, la politique de l'administration Trump, qui apparaît largement favorable à la Russie, tente à priver l'Ukraine du rôle de pivot géopolitique que Zbigniew Brzezinski lui a attribué dans les années 1990. En ce sens, elle n'est pas compatible avec la logique polonaise de dissuasion qui ne peut accepter le scénario d'une Ukraine affaiblie, amputée et neutralisée, dans la mesure où elle repose à la fois sur un projet géopolitique régional, dont l'Ukraine constitue la pierre angulaire, et sur une profonde méfiance à l'égard de la Russie. Les élites dirigeantes polonaises, qui redoutent plus que tout le retour au business as usual avec la Russie, ne peuvent envisager en définitive qu'une occidentalisation totale et irréversible de l'Ukraine. Reste à savoir si elles continuent de croire à une victoire totale de l'Ukraine, à l'instar du président Andrzej Duda, qui avait déclaré à Kiev, durant l'été 2022, je le cite, « L'Ukraine peut compter sur la Pologne. Je suis convaincu que l'Ukraine non seulement se défendra, mais triomphera, recouvrera tous ses territoires et se reconstruira. Je crois que les agresseurs seront repoussés. Les Ukrainiens doivent savoir que la Pologne et les Polonais les soutiendront jusqu'au bout de leur combat. » Fin de citation. Je vous remercie.